Donc bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans notre salle virtuelle qui nous sert pour tous nos événements en ligne en ce moment justement liés au contexte mais aussi liés à nos enjeux autour des puces typo. Donc avec moi Thomas Huot-Marchand, le directeur de l'Atelier national de recherche typographique. Bonjour Thomas et merci d'être avec nous encore. C'est super plaisant ces rencontres. Donc dans les puces typo cette année, on a choisi de maintenir sur une plus longue durée l'événement justement pour donner place à la discipline enfin aux disciplines d'ailleurs de la typographie et à ce domaine-là euh, en ligne à travers des événements. Et les rencontres puces typo ANRT, c'est tous les vendredis à 14 heures, une sorte d'intervention sur ce qui se passe au post-diplôme, ce qui se passe dans l'école, mais aussi ce que font vos étudiants et vos étudiantes, chercheurs et chercheuses actuellement. Donc avec nous, il y aura Yelena Debel, Vincent Lacombe, Émilie Aura, Alexandre Bassi qui vont présenter leurs recherches et que tu vas d'ailleurs encore plus précisément que moi présenter. Je vous remercie d'être avec nous. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle conférence. Et évidemment, vous pouvez retrouver les précédentes, comme je disais, sur notre chaîne YouTube. Et donc, à vous. Merci Margot et bienvenue tout le monde dans ce quatrième et dernier rendez-vous des puces typo à NRT. Aujourd'hui, 4 nouveaux projets vont être présentés par les étudiantes et les étudiants de l'atelier. On va commencer par Yelena. Yelena qui travaille sur la question des diacritiques. Yelena a rejoint la NRT en octobre 2019, donc elle est dans la promo actuelle jusqu'en mars 2021. Pour rappel, le cursus à la NRT dure 18 mois, donc ce court sur 2 années scolaires, donc d'octobre à mars de l'année suivante. L'intervention de Yelena sera suivie par Alexandre Bassi, qui nous parlera de hiéroglyphe maya, qui est de la même promo que Yelena, donc il lui reste également 9 mois à tirer à la NRT. Et par la suite, nous aurons Émilie Aura, qui présentera son travail de recherche autour de l'AFACA, un syllabaire alpha-syllabaire, je crois. Enfin, elle nous en dira plus. Créole du Suriname, projet tout à fait passionnant, qu'elle a présenté en mars 2020, donc au terme de son cursus. Elle était la promo précédente. Et pour finir, Vincent Lacombe qui nous parlera de ses découvertes du style gothique dans l'écriture cyrillique, donc en Russie. Voilà, donc je suis très heureux d'être parmi vous. Je vais passer la parole à Yelena qui va pouvoir projeter son document. Et moi, je... Ah. Alors... Tu faisais tourner ta machine à laver en même temps, Yelena? Moi? Non, il y a un gros bruit, c'est pour ça. Non, je ne sais pas. Ça vient pas de chez moi. Là, ça va beaucoup mieux. C'est bon, merci. Activer, hop, voilà. Donc, bonjour à tous. Comme je suis partie de la nouvelle qui a commencé en janvier 2019 avec Alexandre. Et je vais vous présenter aujourd'hui mon projet là où j'en suis maintenant et ce que ça deviendra aussi par la suite. C'est un projet que j'ai commencé en DSA design éditorial en tant que macro-projet et que j'ai souhaité continuer au sein de la NRT pour le mener vraiment à son terme en fait et changer son statut de projet fictif au statut de projet réel. Donc, diacritique.info, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme digitale réunissant des informations sur le design des signes diacritiques. Au cours de cette présentation, je vais me concentrer particulièrement sur les langues qui utilisent l'alphabet latin et qui sont principalement utilisées sur le territoire européen. À savoir quand même que les diacritiques dont je vais vous parler peuvent aussi être utilisés sur d'autres écritures, sur d'autres alphabets et sur d'autres continents. Les diacritiques, qu'est-ce que c'est? C'est des signes qui vont être ajoutés sur des lettres qu'on peut voir par exemple parfois au-dessus, en dessous ou même à travers une lettre, qui peuvent parfois aussi changer de forme selon la lettre sur laquelle ils sont mis. On peut voir ici sur le D et le S, c'est le même diacritique qui s'appelle le caron et qui change de forme. Il peut aussi être connecté à la lettre, comme la cédille qu'on connaît en français, ou voire même être combiné avec un second diacritique, ou même un troisième, selon les langues, s'il y en a besoin.
Les signes diacritiques ont divers utilisations. Ça peut être pour changer la sonorité d'une lettre ou de plusieurs lettres, ou pour apporter une information étymologique. On va voir par exemple que là, sur ces deux là, qui sont homographes, qui s'écrivent de la même manière et se prononcent de la même manière, on va faire intervenir un diacritique sur le A pour les distinguer à l'écrit, parce qu'ils n'ont pas la même fonction. On va voir aussi, par exemple, que sur forêt, on utilise l'accent circonflexe pour représenter l'absence du S, qui était là auparavant. On va aussi distinguer, par exemple, mais et maïs, qui s'écrivent de la même manière, mais ne se prononcent pas de la même manière. Pour distinguer, on va utiliser le tréma pour distinguer le I du A et montrer qu'ils ne se prononcent pas ensemble. Et ensuite, on va pouvoir distinguer deux mots comme congre et congrès en distinguant le E sur une tonalité finale. Ces signes diacritiques sont utilisés, par exemple, dans toutes ces langues qui ne sont pas utilisées que sur le continent européen, mais toutes ces langues utilisent l'alphabet latin et des signes diacritiques pour compléter leur langue. Les signes diacritiques sont apparus au bout d'un moment. En fait, au début, on utilisait le latin et donc l'alphabet latin, et les langues se sont diversifiées, complexifiées, et elles ont changé de sonorité. Et on a besoin de ces signes diacritiques pour retranscrire à l'écrit une langue où l'alphabet latin et ses 26 lettres ne suffisent plus. Donc on a par exemple toutes ces langues qui utilisent aussi pas mal de signes diacritiques, donc pas tous les mêmes diacritiques au même moment, et pas tous de la même manière. Donc on peut imaginer aussi par exemple que au fil du temps, les signes diacritiques ne sont pas utilisés pareil par toutes les langues et n'ont pas forcément la même forme aussi. Un accent aigu en français ne va pas être le même qu'en tchèque ou en polonais, en tout cas pas toujours. La forme change et toutes ces connaissances sont amassées dans divers supports, des livres ou des sites qui parlent de ça, de ces problèmes-là qu'on peut avoir quant aux diacritiques, parce que même aujourd'hui, avec des caractères actuels, on va avoir des manquements, des lacunes sur certains diacritiques. Et comme vous pouvez le voir ici, le suisse, qui est un caractère que j'aime beaucoup de Swiss Typeface, qui est utilisé d'ailleurs ici pour la présentation, est pas complet, il est lacunaire. Tous ces diacritiques, ces lettres diacritiques que vous voyez en gris, sont pas contenus dans le caractère. On va avoir aussi d'autres problèmes, par exemple, qui peuvent intervenir sur le design du I diacrité, parce que le I est une lettre avec une chasse très réduite. Et donc, les diacritiques qu'on va poser par-dessus, comme le circonflexe ou le tréma, on voit qu'ils prennent exactement la même place que sur le E. Pourtant, on va avoir besoin de plus d'espace autour du I. Et donc, normalement, dans la bonne pratique, on va recommander de, par exemple, réduire un peu la taille des points, réduire l'espace entre les deux points pour que le I tréma prenne moins de place. On va aussi condenser un peu l'accent circonflexe. Cependant, dans cette fonte-là, que j'aime beaucoup, qui est très bien construite par ailleurs, il n'y a pas eu cette attention particulière sur les signes diacritiques. On va voir aussi que, par exemple, on a, dans cette bulle que je vous montre, 2 T avec une virgule en dessous. La virgule peut être un diacritique. Et en fait, on en a 2. Pourquoi? Parce qu'en fait, le deuxième est normalement censé être un T cédille. Et donc, il y a eu une interversion, même une confusion sur les signes diacritiques, et le même signe est représenté 2 fois sur la même lettre, au lieu d'être interverti avec un T cédille, comme on peut voir le S cédille un peu plus loin. Donc ça, c'est des problèmes qui vont être posés à certains locuteurs de certaines langues, c'est-à-dire que quand ils vont acheter un caractère, il n'y aura pas forcément les diacritiques de leur propre langue. Et pour moi, ça pose un gros souci, c'est que quand on crée un outil à visée internationale, on se doit permettre à tous les utilisateurs d'utiliser avec égalité en fait ces caractères. Donc, j'ai commencé à faire pas mal de recherches et je me suis dit que puisque toutes mes ressources étaient en ligne, c'est qu'il y avait une raison. Et en fait, cette raison, c'est que les langues changent vite et les informations aussi qu'on a sur ces langues sont pas toujours les bonnes. Et donc, diffuser en ligne, ça permet dans un premier temps, de partager plus facilement. On va pouvoir envoyer l'URL, le fichier ou tout ce qu'on veut de manière assez simple. Je ne sais pas si c'est moi qui ai zoomé ou si ça a zoomé pour tout le monde. Non, c'est bon. Donc, on va pouvoir partager plus simplement.
On va pouvoir consulter aussi plus simplement à l'aide d'un simple URL en l'enregistrant dans un favori. Ce site va pouvoir devenir une ressource disponible très rapidement. On va aussi pouvoir contacter plus facilement la personne qui a mis en ligne la ressource parce que, par exemple, moi, si je vois une information qui est incorrecte sur un site par rapport à ma langue ou à mes diacritiques, je vais pouvoir contacter la personne et lui dire moi, je ne l'aurais pas dessiné comme ça. En tout cas, je trouve que ça se lit moins bien, c'est moins clair, etc. Et donc, moi, ça me permettrait plus tard, avec ma plateforme, de pouvoir avoir une information précise et de la corriger constamment pour donner accès à une information correcte en fait à tout le monde. Et aussi, ça permet de mettre à jour plus facilement. Les informations qui vont être contenues sur ce site, c'est des informations que j'ai réunies donc depuis plusieurs sources déjà. Donc, on peut avoir des informations qui vont être sur la fonction d'un diacritique, sur quelle lettre il est ajouté, sur quelle lettre il est utilisé et dans quelle langue, et quelle va être sa fonction. Et aussi, inversement, quand on va créer un caractère, on va, selon la cible, selon l'utilisation qu'on va en avoir, on va vouloir étendre ou pas son glyph set. Et donc, savoir, par exemple, si on fait un caractère pour une monographie d'un artiste tchèque, on va vouloir écrire son nom correctement avec les accents dont il a besoin, écrire le nom de ses œuvres, pareil, avec les diacritiques dont on a besoin. Et donc, on va pouvoir, grâce à ce site, savoir l'étendue du glyph set nécessaire pour telle ou telle langue. On va pouvoir aussi avoir des informations sur ces diverses sources que je vous présente ici. On a des informations de type historique, donc que moi je trouve personnellement très intéressant. C'est découvrir à quel moment tel ou tel diacritique est apparu dans telle langue, parce que toutes les langues n'ont pas la même histoire. Et ce diacritique-là, apparu en français et en tchèque, par exemple, va pas évoluer de la même manière. En français, si on regarde, l'accent aigu, sa pente était très verticale à l'époque, au début quand il est apparu, et en fait maintenant il est presque couché dans les 30-45 degrés, alors qu'avant il était beaucoup plus haut, beaucoup plus droit. Et comment ça modifie la vue? Et donc on va avoir ces informations-là. Et on va aussi, enfin, pouvoir avoir des informations sur le dessin des diacritiques, sur, par exemple, comment est-ce qu'on va aligner tel ou tel signe par rapport à la lettre, verticalement, horizontalement, quelle doit être sa graisse, parce que ça ne va pas toujours être la même chose. Il y a des signes diacritiques qui doivent être plutôt fins, comme d'autres qui doivent être aussi épais et aussi imposants que la lettre. Quelles vont être leur taille en proportion par rapport à la lettre. Et enfin, par exemple, pour la cédille et le gonek qu'on peut voir par exemple sur le A qui est montré ici, en fait, ça ne va pas être la même forme d'attache. Et donc, toutes ces informations-là sont importantes et pour le typographe, et puis même aussi pour une histoire de culture générale, de savoir comment se comportent les diacritiques, les uns diffèrent des autres. Et donc, en fait, comme vous l'avez compris, j'ai vraiment essayé de centrer l'information sur le diacritique et sur le dessin. Et donc là, en fait, ce qui va me rester à faire maintenant, il y a encore beaucoup de travail. Pendant 9 mois, là, je vais commencer à interviewer des typographes qui parlent différentes langues pour vraiment avoir une information d'excellence et aussi au plus proche de chaque langue. Savoir, par exemple, avec un regard d'expert de typographe, comment lui ou elle dessinerait les diacritiques de telle ou telle langue, qu'il parle et qu'il lit couramment. Je vais aussi ensuite réfléchir à comment organiser et structurer toutes ces informations-là pour que même la recherche de l'information au sein du site soit source d'informations. Si par exemple on cherche un diacritique, on va sélectionner telle ou telle langue parce qu'on sait qu'il est dedans, ou telle ou telle lettre parce qu'on l'a vu dessus, et ensuite cette recherche-là va répondre à certaines questions pour enfin finalement arriver à un contenu éditorial et de nature iconographique ou textuelle qui sera mis en forme
de manière la plus appropriée possible aux médias numériques qui diffèrent du média imprimé. Et donc, on n'utilise pas les mêmes signifiants et c'est pas les mêmes codes. Et c'est aussi cette recherche du design d'interface pour le web qui m'intéresse parce que je pense que c'est un média qu'on connaît même encore aujourd'hui trop peu et sur lequel on essaye encore trop de plaquer des codes du monde imprimé. Donc voilà, j'espère que c'était clair. Merci. Merci beaucoup, Yelena. C'était très clair, en effet. Et j'ai oublié de préciser qu'on posera des questions à la fin des interventions. C'est plus commode de cette façon. En tout cas, merci à toi. Et je passe la parole à Alexandre Bassi, ton camarade, et qui va nous parler des hiéroglyphes mayas. À toi. Alors, vous voyez, vous m'entendez, c'est bon? Hop. Alors, vas-y, tu peux partager ta webcam si tu veux ou directement ton document. Alors, c'est bon pour vous? Ouais. Ça charge. Ouais, nickel. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Alexandre Bassi. J'ai rejoint le projet Missing Script en septembre dernier à la NRT. Donc, je travaille sur les hiéroglyphes Maya. C'est un système d'écriture qui n'est pas encore intégré dans le système Unicode, c'est-à-dire qu'il a aucune existence numérique, on va dire. Et le but de mon projet, c'est donc de développer une solution typographique issue de l'analyse de ce système d'écriture qui permette à la fois la transmission, mais aussi l'utilisation numérique du Maya. C'est donc en fait offrir un outil permettant de faciliter et d'harmoniser la diffusion de recherches sur ce sujet, mais de manière plus générale, de mieux comprendre et faire perdurer cette culture. Donc, je vais d'abord vous présenter ce que j'ai fait et ce que je vais faire pendant ma recherche à l'NRT. Je vais commencer par vous présenter le côté historique et géographique de ce système d'écriture, ensuite ses caractéristiques, et enfin les questions auxquelles j'ai dû faire face ou que je vais faire face. Donc voilà. Donc ici, vous avez la toute première inscription Maya qui a été découverte en 2005 par William Saturno, David Suart et Boris Bétran dans les ruines de Saint-Bartholo au Guatemala. Donc grâce à l'analyse du charbon, il remonterait entre 300 et 250 avant Jésus-Christ. On peut lire le mot Aja qui signifie seigneur ou souverain. C'est vraiment la toute première représentation de ce mot dans l'histoire de l'écriture maya. Les autres glyphes qu'on voit sont beaucoup plus endommagés, effacés, et restent encore illisibles, même si on peut reconnaître dans leur structure, etc., qui sont entre guillemets les ancêtres des hiéroglyphes mayas. Donc la civilisation maya s'est répandue dans toute la péninsule du Yucatan, en Amérique du sud du Mexique au nord de l'Honduras et du Salvador. Il existe deux tribus, en fait, celle des Hautes-Terres et celle des Basses-Terres. Il est généralement admis que les Mayas des Basses-Terres étaient les tribus les plus développées et les plus prolifiques, et on les considère comme les créateurs de l'écriture maya. Donc c'est une écriture qui a duré plus de 1000 ans, avec un âge d'or dans la période qu'on appelle la fin et le début de la période classique, qui a été brusquement arrêtée au moment de la découverte de l'Amérique par les Européens. Donc quand finalement l'homme blanc est arrivé sur ces terres, ils ont forcé tous les Mayas à écrire avec l'alphabet latin. Ceux qui refusaient étaient tués. Et on a pris tous leurs livres, qu'on appelle les codex, et on a tout brûlé. De ce fait, après 100 ou 200 ans après l'arrivée des conquistadors, plus aucun Maya ne savait ni lire ni écrire ces hiéroglyphes. Et c'est pour ça que ce système d'écriture, à l'heure actuelle, il y a environ 80% de ces hiéroglyphes qui sont déchiffrés, mais c'est pas encore totalement décodé. Et heureusement pour nous, certains des supports de ce système d'écriture nous sont parvenus, notamment les hiéroglyphes gravés dans la pierre qu'on trouve sur les sites archéologiques mayas et qui se
confondent vraiment dans l'architecture. Il y a vraiment une notion artistique dans ces hiéroglyphes, comme on peut le constater, mais aussi des poteries qui sont pour la plupart du temps trouvées dans les tombes souterraines, et par chance, le temps n'a pas eu trop d'impact sur la peinture et la couleur, ce qui facilite le déchiffrage de ces hiéroglyphes. Une autre source aussi très importante et intéressante de l'écriture maya, ce qu'on appelle les codices, dont je vous parlais, c'est des sortes de livres qui sont, on va dire, en fait, c'est des grands rouleaux qui sont pliés. Il y en a seulement 4 qui ont survécu du coup aux flammes des conquistadors. Vous trouvez à gauche, par exemple, le Codex de Mexico qui a été découvert dans les années 60. C'est l'un des plus anciens codex découverts. À droite, le Codex de Madrid, trouvé en 1965. Ensuite, vous avez le Codex... le Codex de Paris qui a été trouvé en 1866 par le français Étienne Brasseur de Bourbourg, dont j'ai eu la chance de consulter son ouvrage qui s'appelle le manuscrit de Troano que vous voyez à droite. Et c'est un ouvrage assez particulier parce que c'est la première fois qu'on gravait des plombs mayas. Donc vous voyez le poinçon, la matrice et le plomb, et finalement les preuves, l'impression de ce caractère. Donc j'ai eu la chance de voir ça à l'imprimerie nationale, et c'est vraiment faut se rendre compte que le corps est vraiment petit. On est sur un corps 18, donc c'est vraiment quelque chose de très précis. Il y a une sorte d'excellence dans la gravure. Et pour finir, le Codex de Dresde, qui est probablement le plus important et intéressant en termes d'écriture, parce que c'est le plus développé, stylistiquement le plus poussé. Il a été découvert en 1739, voilà, mais j'y reviendrai plus tard pour ma recherche. Donc, ces hiéroglyphes étaient peints ou écrits par des scribes qui avaient un statut très particulier au sein de la civilisation maya. Ils étaient à la fois scribes, mais aussi médecins, astronomes, prêtres et bien d'autres choses encore. C'était un peu les savants de la tribu. Ils faisaient le lien, on considère qu'ils faisaient le lien entre les dieux et les hommes. Et une légende voudrait que l'écriture soit un don du dieu de la sagesse Powhatun, que vous voyez à gauche, qui enseignait en fait l'art du hiéroglyphe aux scribes. Et c'est probablement la raison pour laquelle ce système d'écriture est si complexe, mais à la fois si fascinant. En effet, ce système d'écriture est dit logographique, c'est-à-dire qu'un glyphe peut représenter un mot, une idée ou un concept. Par exemple, à gauche, vous avez le mot balama, qui s'écrit balam, qui s'écrit balama, qui signifie jaguar, mais aussi caché, parce que les Mayas avaient une sorte de façon très intelligente et différente de nous de voir le monde qui les entourait. Ils considéraient que le jaguar, pour chasser, se cachait dans la jungle, donc ils utilisent simplement le même glyphe du jaguar pour signifier le mot caché. C'est un peu pareil pour le glyphe de droite qui est sa récolte, mais qui est aussi l'enfant d'une mère. Donc on peut voir qu'il y a une vision très métaphorique et très intéressante en fait. Autre caractéristique de cette écriture, c'est que c'est un système aussi dit syllabique, c'est-à-dire qu'il peut être composé, un hiéroglyphe peut être composé de plusieurs syllabes. Vous avez à gauche le mot tikala, composé avec le glyphe ti, ka et la. C'est la même chose à droite avec tokaxi. Donc on remarque que le glyphe ti est simplement tourné à 90 degrés à la fin du mot. Mais la chose la plus délicate dans ce système d'écriture, et ce qui a rendu forcément le déchiffrage du maya très compliqué, c'est qu'on est aussi devant un système qu'on dit logosyllabique, c'est-à-dire qu'on peut mélanger à la fois un glyphe logographique, mais aussi syllabique.
Donc là, vous avez Shaka, qui signifie grand rouge, mais qui se prononce seulement Shak. À droite, vous avez Tuni, donc qui signifie pierre ou siège, et qui se construit en fait par l'emploi du logogramme Tun et du composant syllabique Ni. Comme vous pouvez l'imaginer, les scribes aimaient jouer avec les variations d'un même mot, même dans un même texte. Ils détestaient se répéter en fait. Et là, on a le mot montagne, en fait, qui peut s'écrire de 3 façons différentes. La première, avec un glyphe personnifié de l'esprit de la montagne. Au milieu, vous avez la version syllabique. Et ensuite, la version logographique avec le complément phonétique. Mais c'est pas seulement ça qui rend ce système d'écriture si difficile à comprendre, mais aussi déjà son sens de lecture. Il se fait par colonne de 2, de gauche à droite et de haut en bas. Et comme vous avez pu le voir, les glyphes se construisent un peu de la même manière, de gauche à droite, et ils forment ce qu'on appelle des espèces de... Ces constructions, on appelle ça des quadras. Et elles peuvent contenir jusqu'à 10 mots, syllabes en un seul hiéroglyphe. Donc c'est vraiment ça qui, comme vous pouvez le deviner, qui a rendu le décodage très compliqué. L'autre difficulté dont j'ai dû faire face, c'est que avec le temps, mais aussi géographiquement, entre les tribus orientales et occidentales, certains hiéroglyphes ont changé. Et c'est vraiment important de comprendre que l'écriture maya est un moyen d'expression puissant comme pour l'être l'art. Et d'une certaine manière, on peut voir que la frontière entre l'art maya et les hiéroglyphes est vraiment floue. Donc là, vous voyez un artefact en jade qui représente le dieu maya du maïs. Et si on analyse ça à sa représentation hiéroglyphique, on se rend compte que on peut retrouver des éléments récurrents, comme par exemple cette sorte d'œil qui forme un crochet à l'intérieur, ou cette forme onduleuse qui représente la plante du maïs, ou la boucle d'oreille. Ou sinon, un autre bon exemple, c'est la représentation d'un poisson qui se prononce kai, et on peut voir que les signes syllabiques K proviennent directement de cette représentation. Par exemple, les écailles qui sont formées de la même manière, ou encore la nageoire. Voici donc la grosse partie historique et géographique de l'écriture maya. On va passer à ma recherche. Donc, je me base sur une proposition Unicode faite par Carlos Payan, qui compte 740 glyphes. On considère que l'écriture maya en compte 1200, donc c'est vraiment une sorte de premier jet de ce travail. Et pour aborder ma recherche, je dois plus ou moins me placer à la fois dans un contexte d'historien, c'est-à-dire le respect de la source, la richesse des formes. Je dois analyser l'état de la source, mais aussi rendre compte de la matérialité de l'outil, mais aussi essayer d'attaquer ça comme un designer, c'est-à-dire tous ces hiéroglyphes que je vais dessiner doivent avoir une certaine une harmonisation visuelle, ils doivent être rationalisés, interprétés parfois, et je peux pas simplement dessiner ce que je vois, donc il y a une sorte de traduction d'interprétation numérique. Donc je me base principalement sur une source, qui est le codex de Dresde, pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que le plus grand nombre de glyphes que j'ai à dessiner sont basés sur celui-ci. C'est aussi le codex le plus mieux conservé des 4, et il a été conçu, on va dire, pendant l'âge d'or maya, où l'écriture était la plus riche et la plus évoluée. Donc ça me paraîtrait dommage de choisir une autre source, étant donné que celle-ci rend vraiment compte de la richesse graphique du système d'écriture. Il est esthétiquement plus recherché et ses glyphes sont plus détaillés.
Et cette recherche d'esthétique semble complètement inhérent au système d'écriture maya. Donc, ma méthodologie, en fait, j'essaie de repérer un glyphe dans un codex. Une fois que j'ai un certain nombre, je recherche en fait toutes les occurrences de ce glyphe. Si on le trouve 10 fois, j'essaie d'isoler à chaque fois ces 10 hiéroglyphes. Quand j'ai de la chance, j'ai plusieurs occurrences. Donc, je fais une synthèse de celle-ci. Donc, parfois, j'ai une occurrence, parfois, j'en ai plein comme celle-ci. Donc, c'est pas forcément plus simple, mais ça me permet de faire une synthèse. Mais le problème aussi, c'est que un seul codex peut être dessiné par plusieurs glyphes. Donc, pour le codex de Dresde, il y en a eu 6. Et on voit que ce même glyphe peut être dessiné. Forcément, c'est pas dessiné de la même main, donc il n'est pas représenté pareil. Donc moi, mon travail, c'est essayer de trouver une sorte de compromis et d'interprétation de ces glyphes pour coller au plus juste à une sorte de, enfin, standardiser au mieux ce mot. Et quand j'ai moins de chance, j'ai qu'une seule occurrence et je me dois de la coupler à d'autres références que je trouve dans le codex. Donc, par exemple, vous avez le hiéroglyphe de la chouette ici. Donc, vous avez à gauche ce que je vois, ce qu'on trouve dans le codex directement. Mais sauf que pendant la Seconde Guerre mondiale, à Dresde, en Allemagne, le musée a été bombardé finalement et le codex a pris l'eau, ce qui a fait qu'il y a de nombreuses pages qui ont été détériorées. Mais heureusement, il y a un facsimilé, donc une reproduction à l'identique, qui a été faite avant, en 1880. Donc, je peux me baser aussi sur des facsimilés quand j'ai des éléments que je ne vois pas. Il y a également des zones d'ombre qui sont quand la source est trop endommagée ou finalement je peux pas savoir ce qu'il y a. Donc dans ces cas-là, je me base sur d'autres représentations. Comme je vous l'ai dit, le lien entre l'art, l'illustration et les hiéroglyphes est vraiment étroit. Donc comme on peut voir sur l'oreille droite, il y a une sorte de cercle et des petits points qu'on trouve quasiment dans toutes les illustrations. Si je remonte avant, elle a disparu. Donc mon, mon travail est aussi d'interpréter, donc j'ai décidé de reprendre cet élément. Autre difficulté, c'est que parfois la source est vraiment juste endommagée. Ce qu'on trouve en haut est illisible et même le facsimilé qui est basé sur le codex avait déjà été effacé. Donc c'est à moi de comprendre, de décrypter le glyphe. Ça représente le glyphe de la chauve-souris, et on sait qu'une chauve-souris vit la nuit, et à gauche, vous voyez le mot pour nuit, et on considère en fait que cet élément qui est en haut représente la nuit, parce que la chauve-souris vit la nuit, comme je vous l'ai dit, c'est un peu comme l'exemple du jaguar qui vit caché, il y a quelque chose de très métaphorique. Donc c'est assez compliqué, mais c'est une question, un travail d'interprétation aussi. C'est pas seulement le travail auquel je fais, c'est pas seulement reproduire des courbes, mais c'est aussi de comprendre ces glyphes, trouver des éléments récurrents, etc. pour finalement produire le meilleur fichier numérique possible. Donc je me suis posé beaucoup de questions aussi, notamment sur le dessin. Par exemple, pour le tracé, est-ce que je garde ce côté arrondi qui représente l'outil, ou je fais ça plat? Autre question aussi, c'est le contraste. Comme on peut voir, souvent les hiéroglyphes mayas ont un trait très fort, très épais, qui encadre le glyphe, avec des éléments plus fins à l'intérieur. Donc il a fallu trouver et jauger le contraste selon différents corps d'utilisation. Il s'agit aussi de finalement rationaliser ces glyphes en les géométrisant plus ou moins, sans forcément qu'ils paraissent trop mécaniques, trop symétriques, trop copier-coller en fait. Donc ça c'est finalement en fait les glyphes les plus simples à dessiner, qu'on penserait les plus simples, sont finalement les plus durs. Donc c'est pour ça que devant une telle richesse graphique, je me devais de trouver une sorte de système
et d'automatisation de certaines formes qui me permettraient en fait de me créer un système. Et même si les formes sont très variées, on crée une sorte d'unité et une harmonie visuelle entre elles. Donc par exemple là, avec ce quadrillage qui est le même sur 2 glyphes, ou alors utiliser des composants, notamment ces points qui sont identiques, ou encore ces petits points. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et n'hésite pas à me poser des questions après. Eh bien, merci Alexandre, c'était super. C'est toujours passionnant de voir la complexité de ces hiéroglyphes. On va passer la parole à Émilie Mora, qui va nous présenter également son projet de recherche à la NRT, mené donc entre octobre 2018 et mars 2020, qui va nous parler d'un autre système d'écriture qui s'appelle l'AFACA. Et on va même entendre parler de la comète de Halley. Et j'adore cette histoire. Allez, à tout. Tout le monde. Partager l'écran. Est-ce que tu veux que je le lance et que tu me navigues dedans? Hop. Ok, merci Thomas. Tu peux naviguer avec les flèches. Très bien, merci. Bonjour tout le monde. Donc, je suis Émilie Aura, je suis le prédécesseur de Alexandre. Donc, je suis également intégrée au programme Missing Script. Donc, comme vous le savez déjà, nous nous intéressons aux systèmes d'écriture qui ne sont pas encore encodés dans l'Unicode. Et particulièrement en tant que typographe, je m'intéressais au système d'écriture africain pour leur caractère post-colonialiste. Voilà. Ok. Et à partir de là, je me suis intéressée, du coup, comme le disait Thomas, au système d'écriture à la FACA. Donc, c'est un syllabaire qui est représentatif des enjeux colonialistes à partir de 1800. Donc, juste pour faire une rapide introduction, je vais vous parler des systèmes d'écriture africains. Donc là, on peut voir un espace entre deux périodes, donc les premiers temps de l'écriture tout d'abord, donc à partir jusqu'au XIVe siècle, ensuite un vide, et à partir de 1830, environ 29 systèmes d'écriture africains sont apparus. Donc le premier est le Vaille. Sur cette carte, on peut voir que particulièrement parmi tous les systèmes d'écriture d'Afrique, particulièrement l'ouest de l'Afrique est concerné. Et on retrouve ce système d'écriture, le Vaille, qui est, semblerait-il, à l'origine de plusieurs systèmes d'écriture africains. Et il se trouve que la FACA a de nombreuses familiarités avec lui et du coup avec d'autres familles d'écriture, de familles de systèmes d'écriture africains, comme les familles Mende, par exemple, qui rassemblent 4 ou 5 systèmes d'écriture. Donc voilà. Donc après cette rapide introduction sur les systèmes d'écriture africains, on va se concentrer sur la FACA. Donc c'est un système d'écriture qui a été créé autour de 1900 par Afaka à Tunisie. Le système, il a été créé au Suriname. La population qui le parle sont les Njuka. Et le langage également est le Njuka. Il y a actuellement 50 000 utilisateurs du système d'écriture, 50 000 locuteurs de ce langage, mais 5% seulement utilisent l'AFACA aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il est intégré
dans les proposals Unicode par Michael Everson, mais il n'est bien entendu pas encore utilisé dans le média numérique. Donc, derrière ce système d'écriture, il y a toute une histoire. Autour de 1900, Afaka à Tunisie, qui est un Njuka, des populations marron du Suriname, a décidé de créer un système d'écriture après un rêve. Et c'est seulement quand la comète de Halley, 10 ans plus tard, en 1910, est apparue, qu'il a décidé, qu'il a pris ça comme le signe de la diffuser. Et d'ailleurs, cette comète apparaît bien dans les écrits de l'histoire de ce système d'écriture. Alors, maintenant, une petite introduction sur la culture marron. Qui sont les marrons? Les marrons sont des anciens esclaves qui ont fui l'esclavage et leur culture est basée sur cette résistance à la domination. Donc, cela a amené deux réactions. La première est une résistance culturelle et sociétale, et la deuxième est essayer de valoriser une culture influencée par les cultures africaines et natives américaines. Donc c'est une culture qui influence la politique, les systèmes hiérarchiques, le système social, et qui est très représentatif aussi dans la vie de tous les jours, dans les mœurs et dans la religion, et évidemment dans la danse, la musique et l'art pictural. Donc voilà une carte du Suriname où on peut voir la répartition des populations Njuka, donc en N, les petits N rouges sur la carte. Le système d'écriture a donc été créé au nord de la rivière Tapanaoni. C'est un détail qui est très important puisque il a été utilisé que dans quelques villages pour commencer, et le créateur Afaka à Tunisie, au bout de quelques années, a demandé l'autorisation aux dirigeants de tous les villages Njuka de pouvoir l'utiliser de manière plus éparse pour que ça représente vraiment la culture. Proposition qui a été refusée du coup par cette hiérarchie parce que entre-temps des missionnaires chrétiens ont décidé d'utiliser à leur compte, et comme la culture marron est une culture qui se base sur la résistance à une culture blanche en fait, ça a signé l'Afaka a représenté pendant un temps une domination blanche. Et donc, la diffusion n'a pas été concrétisée. C'est seulement aujourd'hui que, grâce aux efforts d'André Pacosi, qu'il revient. Donc, on note que la création et la diffusion du système d'écriture Afaka a des répercussions sociétales. Et du coup, ça nous amène à penser qu'est-ce que, aujourd'hui, dans les nouveaux modes de communication numérique, comment va s'adapter l'Afaka. Je dois vous dire, avant de vous montrer mes premiers dessins et mon projet, je dois d'abord mentionner le travail de Adju Archer, qui est designer à Trinidad, à Cuba, qui a travaillé également dans les mêmes temps que moi sur l'Afaka et qui, lui, en a une toute autre interprétation. Puisque lui a décidé d'ajouter des diacritiques pour compléter le langage et la prononciation de l'Afaka, du coup avec l'aide de Michael Everson. Donc là, on est vraiment sur une autre interprétation, puisque ce n'est pas seulement c'est carrément la lecture, l'information de la lecture qui est modifiée. Donc, quant à moi, tout mon travail se base sur le travail de Lede Boukouman. Donc, Lede Boukouman en Njuka, ça veut dire Head Bookman. Donc, l'homme à la tête du système d'écriture, donc vraiment la personne référente, quoi, qui est la personne qui, pour le moment, a le seul droit
de diffuser et apprendre, d'étudier et de diffuser le système d'écriture. Donc, le premier Ede Boukouman était donc Afaka à Tunisie, le créateur du système d'écriture. Et puis, aujourd'hui, de génération en génération, c'est André Pacosi, du coup, qui à travers ses publications, essaye d'entretenir une initiative de valorisation de l'Afaka et de la culture derrière. Donc, concentrons-nous sur le système d'écriture Afaka. Donc, c'est un syllabaire qui a 64 systèmes, qui a 64 signes, selon la proposal de Michael Everson. Donc, parmi ces 64 signes, 56 sont des syllabes. On a aujourd'hui une extension de 6 syllabes. On a 2 ponctuations. Et enfin, on a ce signe qui est le seul pictogramme qui représente la comète de Halley. Donc, le concept de la comète de Halley, qu'on ne retrouve que 2 fois. Donc, j'ai eu à ma disposition, durant ces 18 mois, différentes sortes de sources. Toujours de très bonne qualité, puisqu'on est sur des documents qui datent maximum de 1910. Donc, on va avoir des lettres, des listes administratives, des recettes de rituels, des prières. Et j'ai eu à disposition différentes écritures de différentes personnes. Donc, toujours, à part celle de André Pacosi, toujours datant d'à peu près 1950 en moyenne. Mais toujours, comme vous voyez, de très bonne qualité. Donc, je faisais la différence entre ces textes-là. Ici. Donc, je faisais une différence entre les textes et les documents qui relevaient plus d'aperçu du syllabaire. Donc, voilà. Donc ici, on a un aperçu de syllabaire avec trois différents alphabets, puisqu'il y a plusieurs ordres d'alphabet à disposition pour une meilleure compréhension. Donc j'avais le choix entre ces documents, du coup, qui montrent davantage, qui sont davantage là pour montrer les différentes lettres, et les textes qui ont plus une dynamique d'écriture du fait que ce soit des textes. Donc, voilà un aperçu de tableau. Ok. Donc là, par exemple, on a une publication très concrète et très moderne de Isabelle Léglise et de Bettina Migueux, et on voit particulièrement l'utilisation pédagogique de ces syllabes intégrées dans des textes en latin. Ok, donc oui, je disais que le contexte où je trouvais mes sources était en général des écrits rédigés par André Pacosi avec des scans des sources. Donc à gauche, vous avez la source, et ensuite nous avions donc la transcription signe par signe pour déchiffrer. Ensuite, une traduction dite de Njuka normale avec une grammaire convenue pour des lecteurs traducteurs, et ensuite soit un texte traduit en anglais, soit en néerlandais, et souvent des petites notes avec dans quelles conditions aurait été rédigé ce texte. Donc c'est là-dessus que se basait ma recherche.
Donc, comme vous le voyez, on a beaucoup de motifs dus non seulement aux différentes mains, mais aussi aux différents outils et aux différents supports sur lesquels avec lesquels étaient écrits ces documents. C'est pourquoi j'ai toujours gardé un design très monolinéaire et avec un contraste très faible. Donc, on peut remarquer tout de suite que le système d'écriture AFACA a beaucoup de différents motifs, donc beaucoup de boucles, de lignes très droites, de lignes géométriques, donc des fois très organiques et des fois très géométriques. Et on retrouve aussi beaucoup de motifs très similaires. Donc, ces boucles étant l'exemple le plus flagrant. Donc, j'ai vite remarqué souvent des variations entre les différents caractères. Donc là, notamment des variations d'angle. C'est souvent dû à comment l'écrivain, enfin la dynamique de main de l'écrivain. Et des fois avec des orientations complètement différentes. Donc là, on est sur 2 syllabes différentes qui sont identiques et qui sont juste inversées, donc c'est normal, c'est deux syllabes différentes, mais quand on va d'un document à l'autre, on peut voir que elles sont plus ou moins incurvées. Donc là, on va être plus sur des glyphes anguleux. Voilà. Donc ce qui me donnait pas mal d'options au niveau de comment orienter ces glyphes et comment surtout les placer sur une ligne de base. Donc, comme vous pouvez le voir, on avait pas mal de variations. Je prendrai un petit temps pour décrire particulièrement cette syllabe-là, le nu, qui avait des versions très différentes les unes des autres. Donc, ce que j'ai retenu de ce caractère, c'est qu'il avait souvent, enfin, pour sa lecture, il se devait d'avoir cette petite pellicule en plus. Il était souvent composé de 2 longs appendices, à savoir que ces appendices souvent se rejoignaient, ce qui donnait des confusions avec une autre syllabe, ti. Donc voilà, c'était comme Alexandre avec ces différentes représentations de Dieu, il fallait faire des choix les plus représentatifs en prenant selon différentes sources. Donc voilà, on avait des caractères qui étaient plus ou moins incurvés, plus ou moins pointus, comme ce Do par exemple, qui est assez représentatif. Et cela pouvait, comme sur cette syllabe, induire sur l'orientation, en fait, de la syllabe. Donc, il a fallu faire des choix au niveau des interprétations. Et à savoir que certaines formes également pouvaient prêter à confusion avec des formes figurées. Ou par exemple, pour cette syllabe, j'ai essayé de faire attention à ne pas tomber dans l'interprétation et dans l'interprétation de la feuille. Ou encore pour ces glyphes-ci qui ressemblent fortement à des lettres latines ou des chiffres arabes, ne pas tomber dans la surinterprétation et dessiner des M à la place de la véritable syllabe. Donc voilà, c'était ce qui était compliqué, c'était de déterminer une forme et de les accorder entre elles. C'est pourquoi j'ai choisi
d'offrir plusieurs possibilités à l'utilisateur. Donc, premièrement, dans mes choix de design, je les ai basés sur le contexte dans lequel je trouvais ces sources, donc pour un but pédagogique. Donc, il fallait pour moi qu'il soit le mieux adapté à une intégration et à une confrontation à un texte latin. J'ai basé ensuite mes choix sur les conseils d'André Pacosi, qui m'a guidée dans le choix des glyphes les plus pertinents à choisir, et notamment il a fait un choix décisif sur la question du fameux nid. Et enfin, en raccord avec mon projet dans Missing Script, les proportions ont été choisies selon la typographie des codes BlockDoc et Missing Script qui sont présents sur le poster Missing Script, et qui sont basées elles-mêmes sur les proportions, qui sont inspirées elles-mêmes des proportions du Phèdra de Peter Billac. C'est donc pourquoi j'ai décidé de faire une version de 2 sets, donc une horizontale et une verticale, que vous pouvez trouver ici. Donc, voici la version horizontale et la version verticale. Donc, chacun de ces sets ne suit pas exactement chacun des écrits des sources auxquelles j'ai pu me confronter. Mais l'utilisateur est libre de choisir au cas par cas un set un glyphe appartenant à un set plutôt qu'à un autre. Concernant les graisses, donc j'ai choisi selon le futur d'utilisation de la typographie. Donc, tout d'abord, je voulais une typographie qui soit adaptée à des documents pédagogiques et qui permettent de les identifier facilement. Donc, par exemple, à titre d'idée, comme sur le poster de Missing Script, donc dans ces proportions-là. Donc, pour que les glyphes puissent être identifiés de manière isolée, donc dans la même proportion que le marronnier, que des codes BlockDoc. Ensuite, je souhaitais une version plus adaptée à la lecture, avec un gris qui s'adapte davantage à un gris de texte latin. Donc, vous pouvez voir ici ma version régulière du texte. Les sources que j'avais à disposition proposaient une large variation de proportions au niveau de la hauteur, des fois très régulière et des fois avec beaucoup de contraste entre les hauteurs, les ascendantes et les descendantes. Au final, ce que j'ai choisi, c'est d'adapter le design de ma hauteur à la hauteur de capitale du Phèdra. Donc dans un texte, dans un texte, le latin, la faca est clairement identifiée. Et du fait que ce soit dense, c'est plus facile de le lire quand il est plus gros. Oui, donc je disais que les ascendantes et les descendantes que j'avais choisi des ascendantes et des descendantes très, très peu contrastées, puisque même si elles ont la même hauteur, les caractères sont toujours sur un même axe central. Donc mon intention derrière ce travail typographique était de couvrir et d'adapter
plusieurs usages et de cette typographie dans le plus possible de contexte. Donc, soit toute seule, soit le glyphe indépendant pour une traduction glyphe par glyphe, ou bien dans un texte. Et je conclus sur le fait qu'on ne sait pas encore la FACA intégrera prochainement l'Unicode dans un futur plus proche. C'est difficile le futur de ce système d'écriture est difficile à prédire. Mon intérêt pour ce projet était d'en faire un médium pour mettre en valeur la culture marron. Et je me suis servi de ce projet pour questionner le futur de ces cultures postcolonialistes. Et je vous remercie pour votre patience. Merci beaucoup, Émilie. Oui, les questions, d'ailleurs, colonialistes et postcolonialistes qui sont au cœur de nos préoccupations lorsqu'on aborde les écritures du monde, naturellement, qui sont des questions particulièrement actuelles, qu'Émilie développe d'ailleurs dans le compte-rendu de ses recherches qu'elle a rendu il y a quelques mois. Nous allons passer au dernier épisode de ce panorama des projets de recherche menés à la NRT avec Vincent Lacombe qui va nous emmener en Russie. À toi, Vincent. Merci. Alors, j'arrive. Alors, vous voyez? Oui, non, c'est tout bon à tous. Vas-y. Aujourd'hui, je vais tenter de vous raconter de manière assez synthétique mon projet de recherche mené à la NRT, que j'ai donc soutenu en mars dernier. Et je me suis concentré donc sur l'incorporation du style gothique dans la lettre cyrillique russe et ses premières apparitions typographiques. Donc, cette hybridation offre évidemment un contraste culturel profond entre origine latine et catholique d'une part et la culture slave de religion orthodoxe d'autre part. J'ai donc choisi de construire ma recherche sur la rencontre de ces deux entités bien distinctes. En effet, puisqu'il ne semble pas exister d'études préalables à ce propos en typographie, cela m'a encouragé à engager ma recherche dans cette voie. Comme vous le savez, l'art gothique a été expérimenté dans divers domaines. L'architecture a été en Russie l'une des premières expérimentations de cet art. Il est d'ailleurs intéressant de noter que la construction en 1642 d'un clocher gothique au centre de la première imprimerie russe datant de 1553 a eu lieu. Il a malheureusement été détruit par la suite. À partir du début du XVIIIe siècle, les domaines géopolitiques ont joué un rôle très important dans l'Empire russe. On retrouve quelques cartes géographiques et militaires sur lesquelles on observe des lettres cyrilliques gothiques. Ces titres ornementaux et calligraphiques nous rappellent ceux que se font à la même époque en Europe. On retrouve d'ailleurs différentes inspirations en termes de forme de lettres gothiques. Ces documents sont donc les premiers que j'ai pu trouver comportant des lettres russes gothiques, principalement gravées sur du métal ou du bois, ou bien calligraphiées. En effet, il est important de rappeler que l'Europe a joué un rôle très important dans l'histoire de l'Empire russe entre les XVIIIe et XIXe siècles. Elle a d'ailleurs exercé une grande influence dans les milieux de l'art, et notamment en littérature. À partir de la fin du XVIIIe siècle, un style romantique a émergé en Europe, et cela a notamment été traduit par le travail des lettres calligraphiées, telles que le gothique, que l'on retrouve sur de nombreuses couvertures d'ouvrages européens romantiques, poétiques, etc. La typographie latine a donc répondu à ce nouveau besoin esthétique et éditorial en développant des caractères dits d'écriture, comme l'anglaise, la ronde et la gothique. Ces caractères ont eu beaucoup de succès pour leur fonction ornementale, leur précision et leur qualité.
C'est au début du 19e que le romantisme russe est apparu et s'est développé face au style classique qui était jusqu'alors dominant, et que la poésie s'est largement exprimée et développée. Cependant, la typographie russe ne possédait pas encore le matériel nécessaire pour offrir des compositions ornementales et contrastées, comme on a pu le voir en Europe. Les polices d'Ido étaient à ce stade principalement utilisées pour le russe. Donc les caractères calligraphiques latins ont peu à peu été importés en Russie, puis appréciés. On les utilisait par exemple pour des publications européennes en latin, des dictionnaires, ce genre d'ouvrages. Peu à peu, ils ont été imités pour écrire le cyrillique russe, grâce à la gravure dans un premier temps. Les premiers échantillons relevés dans des ouvrages littéraires russes datent des années 1820. Sur ces images, on peut d'ailleurs bien ressentir le style romantique dégagé. On remarque que ces écritures calligraphiques sont très souvent associées et combinées entre elles, à la manière des compositions typiques européennes de l'époque. Ces gravures ont permis à la technologie typographique de s'exprimer en répondant à ce nouveau besoin esthétique et en fondant de nouveaux caractères russes inédits, les gothiques. C'est dans une publication imprimée à Moscou en 1839 que je relève les premières lettres gothiques cyrilliques russes imprimées. Ces caractères sont issus d'une même police gothique latine réalisée par la fonderie de Deberny et Laurent, publiée dans leur spécimen de 1828. C'est là que j'ai compris que le processus typographique a été l'extension d'une police latine existante vers le russe. Les caractères russes manquants ont simplement été ajoutés et les formes gothiques latines ont ainsi été adaptées aux lettres russes. Le but a donc été de savoir par qui et quand ont été conçus ces nouveaux caractères. Donc après avoir relevé mes premiers échantillons gothiques russes typographiques, j'ai peu à peu établi et alimenté un outil qui est donc un corpus d'éléments. C'est en collectant un maximum d'informations sur chacun d'eux que j'ai pu établir les premiers liens et projeter mes premières hypothèses. Ma recherche a été beaucoup plus efficace grâce à cet outil. J'ai commencé par me concentrer sur une imprimerie moscovite qui semblait avoir imprimé les premiers échantillons que je relevais. Il s'agit de la fonderie d'Auguste Semen, un fondeur et typographe français installé à Moscou dès le début du XIXe siècle. C'est la découverte de cet homme qui m'a mené à faire la connaissance de Anna Markova, une historienne russe du livre, qui a publié le premier article français sur cet homme. En effet, cet homme présente très peu de documentation à son sujet, et donc quasiment pas en français. Anna Markova a donc été d'une grande aide dans ma recherche. Elle m'a fait part du premier spécimen de cet homme, Auguste Semen, publié en 1818 et dans lequel j'observe les caractères calligraphiques latins. Cependant, on peut voir qu'ils ne sont pas encore étendus au cyrillique russe. C'est là que j'ai compris l'échange et le lien qui pouvait exister entre Europe et Russie à l'échelle de la typographie. En effet, j'ai pu observer des lettres montrant l'échange épistolaire et commercial entre Firmin Didot et Auguste Semen. Après avoir considérablement enrichi et analysé mon corpus, j'ai remis en question cette première hypothèse et j'ai recentré ma recherche sur la fin des années 1830 puisque je ne trouvais définitivement aucun élément antérieur à 1839. Anna Markova m'a également fait part d'un document important qui répertorie chaque spécimen publié dans l'Empire russe entre le début et la fin du XIXe. L'un d'entre eux, daté justement de 1839, a attiré mon attention. Il provient de la fonderie d'un autre Français, Georges Révillon, installé à Saint-Pétersbourg et dont la vie reste très peu connue. Cela m'a encouragé dans cette hypothèse, puisqu'il n'existait que très peu de fonderies dans l'Empire russe à cette époque. D'après les historiens Pavel Kachevski et Vladimir Adaryukov, il aurait importé en Russie le style romantique typique des fonderies françaises. Ces indices m'ont encore conforté. Un peu plus tard, j'ai découvert un autre élément concluant sur cette fonderie. J'ai pu observer sur la couverture d'un livre une mention indiquant la provenance des caractères typographiques à la manière d'une signature. Sur cette publication,
où des caractères russes gothiques sont imprimés, on peut lire en russe qu'il s'agit de la fonderie de Georges Révillon, sur le petit rectangle en bas de la page. J'ai finalement obtenu la référence de son spécimen de 1839 conservé à la Bibliothèque d'État de Russie. Par chance, le document a été acquis par la bibliothèque seulement en février dernier. Donc la synchronisation a été idéale. Je me suis renseigné auprès de Anna Markova pour une consultation du document, mais comme il s'avérait délicat de l'emprunter, elle a pu me faire quelques clichés photos et me les envoyer. C'est là que j'ai pu confirmer l'origine de ces premiers échantillons de caractères typographiques russes gothiques. Comme vous pouvez le voir, j'avais devant les yeux les caractères que je cherchais. D'ailleurs, lorsqu'on lit le contenu de l'épreuve, on remarque l'orientation poétique et romantique, qui parle justement de poésie russe et de grands poètes russes. De plus, on peut confirmer qu'il s'agit d'une extension du latin vers le cyrillique russe. Là, on peut voir un peu de plus près cette très belle lettre. Pour en finir avec la partie historique du projet, je vais rapidement évoquer l'apparition d'un second caractère gothique apparu en Russie, que j'ai pu observer au cours de ma recherche. Bien que son usage soit extrêmement rare, il semble apparaître 2 ans avant celui de Georges Révillon, dans des publications imprimées à Moscou par un certain Ivan Smirnov en 1837. Voilà quelques échantillons de ces lettres. Donc ici, nous pouvons comparer les 2 caractères que j'ai pu relever. En haut, donc le dernier dont je vous parle, de l'imprimé d'Ivan Smirnov, et en bas celui de Révillon. Donc on peut remarquer qu'ils sont tous les deux dessinés sur la base d'un même modèle de gothique qui s'appelle la textura, malgré leur différence d'exécution, de consistance et de précision. J'ai constaté qu'un deuxième imprimeur de Moscou a imprimé cet autre caractère gothique quelques années plus tard. Il s'agit de l'imprimerie de Nikolai Stepanov. J'ignore encore qui exactement est à l'origine de ce second caractère gothique, mais j'ai pu établir un lien entre ces 2 imprimeurs. En effet, ils ont tous les 2 exercé à l'imprimerie des théâtres impériaux de Moscou. Ce qui est sûr, c'est que l'usage de ce deuxième caractère a été très restreint, voire peut-être privé. Donc voici un graphique illustrant de manière schématique la répartition des éléments gothiques russes imprimés que j'ai pu relever pendant ma recherche. Sur l'axe des abscisses, vous avez les imprimeurs classés par ville, et sur celui des ordonnées, ce sont les années entre 1837 et 1850. Puisque je me suis réellement concentré que sur l'apparition des premiers imprimés gothiques pour le cyrillique russe. Les petits cercles que vous pouvez voir à peu près partout représentent le caractère gothique de Georges Révillon, qui est donc le plus populaire et le plus utilisé, vraisemblablement. Et enfin, les losanges, qu'on voit seulement dans la partie gauche à Moscou sur une ou 2 colonnes, qui représentent celui de Moscou. Donc j'ai voulu répondre à ma recherche par un projet typographique pour rendre hommage à ces formes dont on n'imagine pas forcément l'existence. Grâce au dessin de caractères, j'ai choisi de réaliser une synthèse de l'incorporation progressive du style gothique dans la lettre russe jusqu'à ses premières impressions typographiques. En effet, les formes vernaculaires uniques et intéressantes relevées dans certaines gravures ont également constitué des modèles pour mon dessin. Ma méthode de travail a été de prélever un maximum de sources entre gravure et impression et de proposer le dessin d'un caractère qui fait revivre ces formes rares tout en gardant une consistance et une homogénéité optimale. Je suis venu saisir les détails de dessins inhabituels et intéressants que j'ai pu observer afin de les injecter dans mon caractère. J'ai également dû procéder à des choix entre différentes formes observées, et c'est en privilégiant une lisibilité maximale que j'ai opéré. Il m'a fallu pour cela avoir l'avis de type designers russes, avec lesquels j'ai pu rentrer en contact pour plus d'informations, et cela m'a apporté beaucoup d'aide. Voici donc l'ensemble des caractères
dans l'état actuel pour le gothique russe, donc en haut le russe et en bas le latin. En termes de forme gothique, j'ai développé mon dessin sur la base de la gothique textura, comme je le disais tout à l'heure, que l'on retrouve principalement sur les gravures et les premières impressions. Donc là, nous avons le russe, ainsi que les capitales, le latin, le latin et le russe côte à côte. Et enfin, j'ai opté pour le dessin d'un gothique suffisamment aéré pour ne pas perdre sa lisibilité en petit corps, notamment grâce à des contreformes plutôt amples et un interlettrage que j'ai légèrement revu et que j'ai légèrement agrandi par rapport à celui d'un gothique classique. Les nombreux déliés d'ailleurs qu'on peut retrouver dans les lettres russes ont permis à cette lisibilité justement à l'air de circuler entre les lignes. Dans ce même processus d'extension qui s'est fait pour le gothique, l'anglaise est une autre écriture calligraphique latine qui a été adaptée au russe à la même époque. En effet, il est important de rappeler que le gothique russe n'est pas apparu de manière isolée, mais bien au sein d'un petit groupe d'écriture. J'ai donc décidé d'accompagner mon caractère gothique d'une anglaise afin de recréer en quelque sorte son environnement typographique qui finalement lui a permis d'exister. Pour le dessin de ce caractère complémentaire, j'ai suivi un autre processus en réalisant un caractère revival d'une source gravée en 1821 dans un recueil de portraits de personnalités russes. J'ai sélectionné cette source pour son dessin vernaculaire original et intelligent. En effet, on remarque que les lettres ont pour la plupart des attaques horizontales, des espèces de petits traits horizontaux, peut voir, qui donne à l'ensemble une identité, avant tout, un aspect linéaire prononcé et un certain dynamisme. De plus, cela permet clairement de dissocier chaque lettre, qui parfois forment des combinaisons qui peuvent être parfois confuses à la lecture dans ce style d'écriture. En tout cas pour le russe, il y a certaines combinaisons d'écriture, de lettres, pardon, qui portent à confusion lorsqu'elles sont jointes à la manière d'une anglaise. Classique en tout cas. Donc voici le caractère 7 de mon anglaise, avec le russe et le latin. Le russe, quelques capitales. Le latin. Et enfin les deux côte à côte. Donc là on peut clairement remarquer la différence enfin, on remarque vraiment que le russe a un aspect beaucoup plus linéaire avec ses ascendantes et ses descendantes qui sont beaucoup moins fréquentes. Et enfin les deux caractères ensemble. Le but a été quand même de retranscrire ce style unique et contrasté qui s'est développé en Russie et dont les premiers caractères gothiques font partie. Pour finir, j'ai choisi d'appliquer mes caractères dans leur support historique original et recréer le contexte littéraire dans lequel ils ont été imprimés. Faire revivre un fragment de la littérature romantique russe de l'époque étudiée m'a permis de présenter mes caractères à la manière d'un spécimen. J'ai sélectionné une œuvre de Mikhail Lermontov, Le Démon, qui est aujourd'hui considéré comme un chef-d'œuvre de la poésie et du romantisme russe du 19e. De plus, l'auteur n'a jamais eu la chance de publier cette œuvre de son vivant à cause de la censure. C'était l'occasion pour moi d'en faire l'hommage. Lorsqu'on observe ses premières publications manuscrites, on peut voir la présence du gothique et de l'anglaise russe. Enfin, pour faire écho à cet échange culturel que représente mon projet, j'ai choisi de compléter mon édition en juxtaposant l'œuvre originale russe et l'une de ses premières adaptations en vers français, datant de 1860. L'idée a donc été de créer un diptyque éditorial.
En effet, en mettant en parallèle ces deux textes dans mon spécimen, j'ai voulu montrer le croisement qui a pu s'opérer entre France et Russie, ou plus largement entre Europe et Empire russe, que ce soit à l'échelle de la littérature comme celle de la typographie. Cette idée de traduction, d'adaptation, reflète le processus typographique étudié dans mon projet. Le but a été de rendre hommage et de rendre compte de cette intersection culturelle unique qui a donné naissance à des chefs-d'œuvre littéraires et typographiques. Je vais juste tenter de ah non, de vous faire un petit partage d'écran où se trouve l'édition, parce que j'ai pas pu l'intégrer. Donc très rapidement, voilà donc la couverture pour le texte russe. Voilà avec les parties. Donc ça c'est la première partie en russe, donc l'original, dans laquelle j'ai utilisé donc le gothique que j'ai dessiné. Et avec toujours un jeu de contraste entre anglaise et gothique pour hiérarchiser les éléments. Et enfin, la deuxième partie du spécimen avec la version française. Et là où je vais mettre en avant l'anglaise que j'ai dessinée. Voilà. Et du coup, je vous remercie. Spasiba, Vincent. Merci beaucoup. C'était très bien. Voilà. Eh bien, on peut passer aux questions si vous en avez. Et je répondrai à la place d'Alexandre, qui a dû partir au travail. Mais voilà, n'hésitez pas par le chat ou à solliciter le micro qu'on peut vous passer si vous le souhaitez. Et merci Véronique pour ton message. Oui, c'est vrai que je te rejoins complètement, Véronique. C'est hyper réjouissant de vous écouter et puis de voir les présentations parce que quand on travaille, on n'a pas forcément le temps maintenant de s'intéresser à toutes les recherches et de voir tout ce qui sort et c'est absolument captivant. Donc moi, ça m'a fait un bien fou. Je l'ai déjà dit au début et là encore aujourd'hui, vraiment, merci beaucoup. Tu voulais dire aussi, Thomas, que demain, c'est la fermeture de l'appel à candidature, c'est ça? Oui, oui, l'appel est ouvert jusqu'à demain minuit. Ça se termine le 20 juin. Les dossiers arrivent. Donc, s'il y a parmi vous des candidates ou des candidats qui n'ont pas encore posté leur dossier, c'est encore le moment. D'autant qu'aujourd'hui, tout se passe en ligne. Donc c'est assez simple et assez rapide à faire. En tout cas, s'il y a des questions, n'hésitez surtout pas, parce que c'est toujours, comme je le dis, le moment, quand on est en conférence, de pouvoir profiter des interlocuteurs et des interlocutrices présentes. Et il y a plein de petites félicitations. Ça fait Oui, je vois que plaisir, c'est ça, Thomas. Et nous, on aimerait beaucoup encore récidiver avec la NRT, donc avec plaisir. à faire peut-être plus souvent aussi. On pense à un format sur l'année, peut-être par mois, pour faire vivre aussi les recherches comme ça. Ouais. C'est vrai quand on sort un projet de mémoire ou un projet de diplôme qui est juste soutenu pour le jury, après il y a une sorte de soufflet qui retombe et on a l'impression que la recherche, personne l'a vue. Alors que dans ce format-là, on arrive quand même à être ensemble et pouvoir regarder des choses ensemble. Et voilà, donc c'était une idée aussi pour les chercheurs et les chercheuses dans des étapes de vos diplômes, enfin de votre diplôme de recherche, en tout cas, voilà. Ouais. Non, mais en tout cas, c'est un format qui est vraiment intéressant. Ouais. Ah, on a une question. Vincent, elle est pour toi celle-là. Alors, je suis en train de lire la question.
Alors, justement, au début de ma recherche, j'ai, disons que j'ai dû vraiment tout recentrer et viser vraiment ce qui s'est passé dans la typographie de l'Empire russe, parce que c'est finalement c'est dans l'Empire russe que c'est enfin, c'est à l'époque de l'Empire russe que s'est développé la typographie dont je parle et où est apparu le gothique, en tout cas imprimé pour l'alphabet russe, qui était donc parlé dans l'Empire russe à cette époque. Mais après, ces caractères, je sais qu'ils ont été conservés, ils ont été distribués dans, je veux dire, dans tous les États de l'Empire russe. Je sais pas si j'attends la question en fait. Ouais, par exemple, dans la typographie cyrillique, il y a des variantes bulgares, par exemple. Ce genre Oui, de choses. alors, mais justement, maintenant, il y a des variantes qui sont apparues justement avec le développement justement de l'alphabet cyrillique suivant les différentes langues qui utilisent cette écriture. Et donc, en tout cas, les caractères que moi j'ai pu étudier, c'était des caractères qui ont été seulement fondus pour le russe. Puisqu'ils étaient utilisés seulement pour écrire le russe. En tout cas, d'après ce que j'en sais. Mais après, certainement que plus tard, dans des périodes que j'ai pas étudiées, il y a eu le développement de caractères gothiques adaptés justement pour tous les alphabets cyrilliques. Après, justement, c'est peut-être ça l'enjeu, au même titre que, je sais pas moi, tu rajoutes une arrobase alors qu'elle n'était pas fondue à l'époque. Peut-être que pour la publication de ce caractère par la suite, ce serait intéressant d'étendre ça à toutes les variantes locales cyrilliques. Et là, ce sera probablement sans source historique, mais par une espèce de projection et d'imagination. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est ça qui pourrait être intéressant, c'est d'étendre le travail qui a été préalablement fait vers dans des questions plus actuelles, donc justement d'étendre le caractère 7, un peu comme finalement ça a été fait à l'époque à partir du latin. Exactement. Mais voilà, vu que moi je me suis vraiment concentré sur quels étaient les tout premiers caractères imprimés à cette époque-là, c'était pour le russe, en tout cas. Voilà. Puis après, il te restera à dessiner la Faka gothique, le Maya gothique. Voilà. J'ai déjà commencé, mais bien pour finir. Une autre question? Oui, j'ai une question pour Émilie justement, parce qu'elle a terminé sur les questions décoloniales et peut-être aussi post-coloniales. Est-ce que c'est comment, Émilie, ce sujet-là, il est abordé à la NRT en termes de recherche? Est-ce que toi, c'est un sujet que tu as porté d'un point de vue militant ou pas du tout, justement? Et est-ce que les points de vue militants sont bien accueillis dans la recherche à la NRT? Parce que je sais que pour ma part, j'avais fait en linguistique une recherche sur les écritures inclusives du point de vue queer et à la fac, c'était pas forcément hyper évident d'avoir la posture militante. Donc, je voulais poser cette question à Émilie parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est des choses qui nous animent et notamment en termes de diplôme ou de sujet de diplôme. Donc, j'avais envie un peu de savoir comment ça se passait et comment tu le portais. Voilà. Je sais pas si elle est encore, si elle est encore avec nous. Alors oui, vaste question. J'ai commencé par comment je me suis intéressée à ces questions. Je m'intéressais à notre héritage des cultures africaines et créoles, comment elles s'organisent entre elles, comment elles ont été façonnées, ces cultures artistiques et de design par les contextes sociétaux, sociaux, historiques que l'on connaît. Et surtout, qu'est-ce que l'on en retient aujourd'hui? Et je suis venue à la NRT pour, du coup, qu'est-ce qu'on en retenait aujourd'hui à travers notamment la typographie et le média numérique.
c'est pour ça que je suis venue. Comment je l'aborde d'une façon engagée? Mon grand souci, c'était d'être au plus fidèle des sources et surtout d'éviter la surinterprétation, de valoriser tout en restant, tout en mettant la culture le plus en avant. Donc, c'était, comment je plaçais mon design par rapport aux sources, en fait. Donc, comme je le disais, j'ai vraiment étudié le contexte dans lequel je trouvais les sources. C'est-à-dire que c'était surtout soit des traductions, soit des textes bruts. Du coup, mon but, c'était de reprendre complètement ce médium, en fait, et de ne pas essayer d'interpréter à la place du public concerné, en fait. D'essayer de faire une vraie... d'être au plus près, en fait, des sources et pour montrer comment adapter numériquement notre héritage actuel, en fait. N'étant pas Maroon, n'étant pas Njuka, je laisse l'initiative d'explorer des designs typographiques aux personnes, aux designers créoles du Suriname, par exemple, qui pourraient être intéressés par la question. Par exemple, une question qui s'est posée, c'est est-ce qu'il faut faire une italique pour le Njuka? Je me positionnais avec un point de vue plutôt négatif parce que je considérais que l'italique commençait déjà à être une interprétation du design et que je devais plutôt me positionner dans un objectif d'être au plus près des sources, justement, comme je le disais. Je ne sais pas si c'est très clair. Si. C'est une partie de la question sur le savoir situer aussi, d'où tu parles et à la place d'eux ou pas. Voilà. C'est des outils assez clairs. Et après, à l'école, je me demandais, enfin à l'école, à la NRT, avec ton jury, est-ce que justement, c'était des choses que tu avais dû expliquer ou pendant les phases de jury ou... Bah, si je peux intervenir sur ce sujet, c'est ça l'intérêt aussi ce qui nous a beaucoup intéressé dans le profil d'Émilie, c'est qu'elle est d'abord venue pour questionner le colonialisme en typographie et est venue à la FACA par la suite. Finalement, la FACA est devenue le cadre typographique de cette réflexion. Mais c'était d'abord une préoccupation sur ces questions coloniales qui, en plus, chez nous, sont sensibles parce que je l'ai évoqué rapidement lors des premiers rendez-vous sur toute la question de ce qu'on appelle le non latin et ce qu'on devrait plus appeler non latin. Je l'ai déjà dit, mais c'est un terme vraiment qu'on cherche à évacuer au maximum parce que on peut parler des écritures du monde, mais en aucun cas de non latin. Ce serait comme dire parler des populations du monde comme non européens ou non occidentaux. Donc, abandonner déjà cette question du non latin et de se poser la question du savoir situé, comme tu le signales, Margot, de quel endroit on questionne les formes. Et bien souvent, dans l'histoire, c'était l'industrie typographique occidentale qui a déterminé les formes pour toutes ces populations, et c'est extrêmement lié à la question coloniale. La plupart des écritures qui nous sont parvenues, des écritures indigènes ou orientales, comme on les appelait à l'époque, ont été en fait paradoxalement préservées sous l'effet du colonialisme, parce que c'était une manière aussi d'évangéliser ces populations que de publier des textes dans ces langues dans ces écritures vernaculaires. Et c'est souvent grâce à ça que finalement ces écritures nous sont parvenues. Et l'imprimerie nationale, à cet endroit, toutes les collections d'imprimerie nationale sont quand même très teintées de cette attitude coloniale, parce que tout ça se faisait au moment où la France avait un empire colonial assez vaste,
Et tous ces caractères servaient à ça, finalement, à des publications scientifiques, mais aussi à l'hégémonie coloniale de la France. Donc, tout ça, on le questionne aujourd'hui et on place vraiment au centre de ces projets la nécessité d'être en contact direct avec les populations, avec les scripteurs, avec les experts, sans pour autant juger que seuls les locuteurs ou les scripteurs ont le droit de dessiner une fonte. Je pense que ça, c'est un faux problème. Ça fait appel à des savoir-faire différents. Je pense que tout le monde peut s'emparer de ces écritures-là, mais en aucun cas le faire de manière isolée et sans s'inquiéter des conséquences et sans s'inquiéter de la justification de tout ça. Donc là, c'est aussi le travail d'Émilie d'avoir été en contact permanent avec André Pacozzi, qui est quand même un peu le shérif de l'écriture à FACA aujourd'hui, quoi. Hein. Ça, c'est le Aidé Boukouman. Il y a quand même pas beaucoup d'écritures qui ont un chef. Et là, en l'occurrence, c'est lui le chef. Donc ça, c'est une légitimité totale. Mais évidemment, ces gens-là qui ont la légitimité intellectuelle ou culturelle n'ont pas forcément les compétences en tant que designer. Donc c'est tout l'enjeu du Missing Script, c'est de mettre ces gens en relation, de travailler ensemble et de publier des choses qui soient également partageables par la suite le plus librement possible. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire du commerce là-dessus ou de faire que la promotion de la NRT, c'est livrer des outils qui ensuite peuvent être adaptés et exploités par n'importe qui. Et si possible, par les gens concernés. Bah, merci en tout cas d'avoir répondu, Émilie, à ma question. Et du coup, d'ailleurs, les publications, elles sont accessibles quand même Alors, on diffuse pas les comptes rendus de recherche écrits pour des questions de droit. C'est un peu toutes les écoles ont un peu ce genre de politique. Ouais, parce que alors en privé, c'est possible. Par contre, sur la chaîne Vimeo de l'ENSAD, vous pouvez trouver les présentations détaillées en fait des bilans qui ont été captés en vidéo et donc voilà. Sinon, le mieux c'est de prendre contact directement avec les étudiants qui peuvent partager leurs sources. Et on va également développer un site spécialement dédié au Missing Script dans lequel il y aura davantage de précision là-dessus. Ok, du coup, je pense que tu réponds à la question de Florian en même temps, qui était sur les comptes rendus. Oui, c'est ça, oui. D'accord, donc ça rejoignait ma question. Est-ce que vous avez d'autres questions pour un des intervenants ou une des intervenantes aujourd'hui, ou pour Thomas, ou pour nous aussi, avec Valentine, on peut répondre aux questions, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, j'en profite, mais on va monter le colloque international de typographie avec Simon Renaud l'année prochaine. Donc, vu que c'est pas non plus hyper éloigné en train, on peut essayer aussi de se retrouver à ce moment-là avec les anciens et les anciennes et les actuels chercheurs-chercheuses de chez vous pour profiter de nos réflexions, de nos envies autour du dessin de caractère, de l'écriture, du signe. Parce que c'est complètement passionnant, donc pour se retrouver, en discuter. Donc voilà. Avec grand plaisir. On peut se donner déjà cette date bientôt en novembre. Ouais. Et puis, si on n'a plus de questions, on va clôturer cette ultime présentation NRT plus typo. Je te remercie énormément encore, Thomas. C'était super d'être ensemble et de travailler ensemble. Merci. Et puis le public aussi, vos retours. C'est toujours très très agréable de pouvoir partager ces moments-là et d'échanger autour des sujets qui nous animent et qui nous passionnent. Donc à bientôt, on espère. Et puis merci aussi aux intervenants et aux intervenantes d'aujourd'hui. Merci infiniment. Merci beaucoup. À bientôt tout le monde.